Et nous enchaînons avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous allons justement passer au crible ensemble une thématique d'investissement avec Ronny Michali. Bonjour Ronny Michali. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes donc le président directeur général de Financière Galilée. Vous analysez régulièrement des thématiques d'investissement dans Smart Bourse. Et la thématique d'investissement que vous avez choisie aujourd'hui, c'est l'éducation. Une thématique que vous connaissez d'ailleurs plutôt bien puisque vous êtes vous-même professeur. Exactement, professeur à l'ESCP depuis quelques années. Et donc c'est vrai qu'on étudie via le codex des thématiques chez nous à la Financière Galilée l'éducation parmi les 25 thématiques qui sont dans notre outil, le codex. Et l'éducation nous paraît, puisqu'elle est une thématique clé qui est regardée par les investisseurs depuis pas mal d'années. Oui, je lisais que ça faisait même partie des méga tendances actuelles, ou notamment en 2022-2023. Oui. On l'a mis, nous, dans la méga tendance émergence des classes moyennes. D'accord. Donc c'est vrai que l'éducation est portée par plusieurs méga tendances, mais c'est vrai que l'émergence des classes moyennes est la méga tendance qui la porte le plus. Il y a la croissance démographique, bien sûr, qui la porte beaucoup. Et puis il y a la digitalisation de l'économie, puisque effectivement il y a beaucoup plus de e-learning. Alors vous connaissiez, Nicolas, les biotech, les medtech, bien sûr, les fintech, et ben vous avez également l'edtech. C'est toutes les sociétés qui tournent autour de la technologie pour l'éducation. D'accord. Donc voilà, une thématique qui pour nous est structurelle, internationale et transversale. Il faut qu'elle ait les trois caractéristiques pour être dans le codex des thématiques. Et donc structurelle, si je détaille un tout petit peu, elle l'est donc parce qu'elle fait partie aussi des 17 ODD des Nations Unies, donc bien sûr, un soutien des pouvoirs publics un peu partout dans le monde, par des subventions, des incitations fiscales, etc. Elle l'est aussi parce que, bien sûr, on va avoir le développement, surtout depuis le Covid, du e-learning, avec la taille du marché du e-learning qui est passé de 250 milliards. On estime qu'elle sera à 1000 milliards en 2027. Donc non seulement c'est un sujet qui est porté par les gouvernements ou par les pouvoirs publics, mais en plus de ça, il y a une sorte de possibilité entrepreneuriale dans le secteur via les EdTech, c'est ça ? Exactement, voilà, tout à fait. Et puis l'émergence des classes moyennes, comme je disais, les classes moyennes se rendent compte très rapidement que l'éducation permet l'accès à l'autonomie financière et qu'elle permet bien sûr des perspectives d'emploi plus favorables. C'est la fameuse formule de Victor Hugo que vous connaissez certainement, c'est « ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Donc voilà, une thématique réellement structurelle, internationale. Alors je peux revenir dessus, mais c'est vrai que on parlait de l'ESCP tout à l'heure. Comme tous les groupes d'enseignement supérieur, ils se sont largement développés partout en Europe et dans le monde même. Moi, je donne des cours sur le campus de Londres de l'ESCP, mais enfin, ils en ont un à Berlin, ils en ont un à Varsovie, ils en ont un à Turin, enfin, ils en ont partout. Et donc, l'ESCP, c'est pas coté, mais par contre, ça utilise Blackboard, qui est une société cotée pour tout ce qui est matériel éducatif et pédagogique. Donc voilà, une thématique vraiment internationale. Internationale et transversale. Et transversale, donc dans le sens multisectoriel. D'accord. Oui. Alors il y a le secteur de la technologie qui est concerné, avec donc l'EdTech, par exemple, avec Workday, que vous connaissez peut-être, qui est une société qui œuvre dans la technologie pour l'éducation. La consommation discrétionnaire avec Pearson, donc le fameux éditeur de matériel pédagogique que tout le monde connaît. On a également dans les Communication Services, la plateforme Kahoot, par exemple, qui permet j'utilise parfois d'éditer des quiz en ligne pédagogiques pour les étudiants. Bien sûr, oui. Et puis les services à l'industrie aussi, puisque la thématique recouvre aussi le suivi de carrière, la formation continue, avec Adecco, Randstad par exemple. Donc vraiment une thématique qui contient plusieurs secteurs. Dans ce sens, elle est transversale, c'est-à-dire multisectorielle. Si on regarde d'un point de vue boursier cette thématique d'investissement, comment se comporte-t-elle, Ronny Michali ? Alors la thématique a baissé de 37% sur 2 ans. D'accord. Vous allez vous dire, voilà une méga tendance. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il vient avec une thématique avec des performances aussi catastrophiques ? Cependant, 2021, ça coïncide quand même avec l'année où la Chine a mis la main sur le secteur de l'éducation privée. Bien sûr. Voilà, et lui a réellement serré la vis. Et 2022, ça correspond effectivement
à la baisse des valeurs technologie dans l'éducation du fait de l'inflation, la hausse des taux, etc. Cependant, on pense qu'avec une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an sur les 3 prochaines années, avec une croissance des BPA de 17% par an, le potentiel boursier, puisque c'est ça qui nous intéresse, de la thématique, est quand même retrouvé. On a d'ailleurs déjà gagné depuis septembre dernier 30%. Bon, mais quand vous faites 40, il faut au moins faire plus de 60 pour retrouver les niveaux au moins le niveau initial. Voilà. Et alors, sur la répartition géographique, les actions qui composent la thématique sont vraiment partout dans le monde. Ça, c'est bien parce que ça diversifie bien les portefeuilles. Et également, quelque chose de très positif, c'est une thématique très ESG. Donc, selon nos indicateurs thématiques Galilée, 8,4 de notre moyenne pour la thématique versus le MSCI World à 7,9. D'accord. Thématique plus ESG qui peut convenir à des investisseurs qui sont intéressés par l'investissement responsable. Quels sont les points forts, les points faibles finalement de cette thématique d'investissement? Comment on peut l'analyser en tant qu'investisseur? Alors, les points forts, on en a un tout petit peu parlé au début, mais bien sûr, l'éducation, c'est un investissement de long terme. Donc, on a une visibilité sur les investissements, sur les cash flows, notamment parce qu'il y a des aides des pouvoirs publics, mais également les groupes privés, quand ils investissent, je parlais des groupes scolaires, par exemple, du supérieur, quand ils ouvrent un nouveau campus ou quand ils investissent dans un pays, effectivement, ça nous donne de la visibilité pour les années à venir. Mais alors justement, là, on parle de groupes scolaires. Quand on parle d'éducation, ça concerne que les groupes scolaires ou tout ce qui est associé, ou on va aussi parler de formation professionnelle, par exemple? Alors non, formation professionnelle, tout ce qui est également technologie éducative, les fournitures scolaires aussi, les services aux groupes scolaires, mais également aux enseignants, aux étudiants. Donc c'est vraiment, voilà, comme je disais, transversal tout à l'heure. Il y a beaucoup de sociétés qui regroupent plein de secteurs qui sont dans cette thématique. Autre point fort, évidemment, c'est la digitalisation. Bien sûr. Qui permet d'ouvrir des nouvelles perspectives à cette thématique. Il y a des études qui ont été faites et en France, 91% des sondés pensent que le confinement a été un révélateur de l'importance de la formation digitale en entreprise. Donc voilà, ça c'est pour les points forts. Donc là, on vient justement sur les formations professionnelles. Tout à fait. D'accord. Professionnelles, voilà. Okay. Les points faibles, alors le caractère politique de l'éducation. Lorsque la Chine va par exemple interdire aux groupes de soutien privé scolaire d'enseigner finalement le week-end ou pendant les vacances, va demander à certains groupes de devenir des organisations à but non lucratif. Bon, ça évidemment, c'est... En termes de chiffre d'affaires, ça peut effectivement avoir une incidence. Oui. Ça a fait très mal à certaines boîtes. Le coût élevé dans certains pays de l'éducation, notamment aux États-Unis par exemple, hein, c'est vraiment quelque chose qui est atteignable que par des classes supérieures ou celles qui, éventuellement des gens qui se font aider, mais c'est vrai que le coût est vraiment très très cher et ça ne fait que monter. Et le manque de professeurs, ça c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, mais d'ici 2030 dans le monde, il faudra recruter 68 millions de professeurs et c'est vraiment là où le bas blesse très souvent, surtout pour les sociétés qui sont des plateformes en ligne d'éducation. D'accord, parce qu'il faut quelqu'un effectivement pour créer du contenu de qualité, et là il faut des professeurs et on a parfois du mal à les trouver. Exactement, comme dans plein de secteurs, c'est la guerre du contenu en ce moment. Les plateformes sont là, elles sont prêtes, elles sont très bien finies. Le contenu, c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, alors du coup j'investis dans quoi concrètement? Parce qu'effectivement tous les exemples qu'on a donnés ne sont pas forcément des entreprises cotées, notamment quand on parle de groupes scolaires. Voilà. Concrètement, on investit quoi? Via des fonds, et dans quel type de fonds on peut investir? Alors la dernière étape du codex des thématiques, c'est l'étude du gisement de fonds, puisqu'on crée des portefeuilles de fonds chez Financière Galilée notamment, et on a identifié 3 fonds et ETF, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc Sycomore Global Education, c'est le premier. Ce qui est assez intéressant avec celui-là, c'est que entre les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est 60% de l'allocation. Il y a très peu de Chine dedans, donc vous enlevez le risque Chine, politique, etc. si vous voulez investir via ce fonds. Et il est plus sur la consommation discrétionnaire. Il y a EDA Human Capital chez Edmond Rothschild. Lui, il est plus large, c'est tout le capital humain, mais il y a beaucoup d'éducation évidemment dedans. Lui est plus technologique. D'accord. La première ligne, c'est Microsoft, par exemple, de ce fonds. Et enfin, en ETF, Rise Education, Tech, Digital, Learning, tout est dans le nom. Vous allez pouvoir, avec celui-là, investir plus sur l'EdTech, le e-learning finalement.
C'est intéressant de voir que finalement, dans une thématique éducation, on retrouve du Microsoft, qui pourrait être aussi une valeur technologique, enfin qui pourrait être classée dans d'autres catégorisations. Absolument. Nous, on aime bien les sociétés de gestion qui vont mesurer la part du chiffre d'affaires des sociétés dans lesquelles ils investissent à la thématique. D'accord, en lien avec la thématique décidée. Et donc là, on en trouve chez Microsoft comme dans d'autres entreprises pour le coup. Bien sûr, exactement. Mais nous, ça nous permet de recoller les morceaux lorsqu'on a cette statistique-là. C'est Montpensier qui le fait très bien. Et ils analysent la pureté de la thématique. Mais je crois que de plus en plus, ça va se démocratiser pour pouvoir avoir vraiment des thématiques qui ne sont pas du thématique washing, comme on appelle. Bien sûr, oui. Des thématiques un peu tarte à la crème, où il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Merci beaucoup Ronnie Micheli d'être venu sur le plateau de Smart Bourse détailler cette thématique éducation et notamment donc son parcours boursier. Ronnie Micheli, je rappelle que vous êtes président directeur général de Financière Galilée. Merci à vous également de nous avoir suivis donc en direct sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur bismart.fr mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous dis à demain 12h30 pour un nouveau numéro de Smart Bourse sur Bismart.